BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Mabrouk Chetouane, à nos côtés également responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Mabrouk, bonsoir. Bonsoir. Et François Jubin qui nous accompagne également jusqu'à 18h, le président de Wise AM. François, bonsoir. Bonsoir. Bon, le Nasdaq, nouveau record à l'instant au moment où on se parle. Dassault Systèmes, SAP, des titres qui doivent être sur des plus hauts historiques après leur publication financière, leur communication financière sur l'activité du premier trimestre. On peut tourner quand même le truc dans tous les sens. Le marché veut de la croissance avant tout aujourd'hui, François. Oui, ce sont à chaque fois des belles histoires. Alors même s'il y a eu quelques difficultés pour certaines dans les trimestres passés, mais globalement, c'est quand même des sociétés qui affichent des croissances organiques supérieures à 10, 13, 14, 15, des taux de marge exceptionnels. Et donc tout ça dans un monde où l'activité globalement recule, ralentit. Eh bien, on a là des sociétés qui nous offrent de la croissance autour de 10%. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc c'est recherché. Ouais. Ça reste incontournable. Est-ce que ça doit être encore le principal vecteur d'investissement ? C'est toute la question, parce que c'est un peu le débat du moment, mais c'est vrai qu'on a beaucoup expliqué la concentration de performance sur le marché américain, mais c'est peut-être vrai aussi ailleurs en Europe. Mais la concentration autour de quelques grandes valeurs dites technologiques qui font la moitié de la performance du S&P 500 ou des marchés américains depuis 1 ou 2 ans maintenant, ça reste quelque chose d'intangible. Enfin, quand on est investisseur, il faut forcément avoir ça en tête, et forcément ces valeurs-là, on ne peut pas les exclure aujourd'hui des portefeuilles. Alors je ne sais pas si c'est une loi, mais je ne sais pas si c'est une loi. Est-ce que ça devient une loi ou pas ? Oui. Ce qu'on voit, c'est qu'on fait fi des valorisations. Donc Dassault Systèmes, qui est une excellente valeur, on est proche des 50 en termes de PE. Ça doit être plus cher qu'Hermès à ce prix-là. Hein. Oui, non, mais... Voilà. Bon, il y a peut-être un peu plus de croissance, mais... Oui, oui. Mais bon, voilà, donc on arrive quand même, donc on fait fi de ces niveaux de valorisation, parce que ce qui intéresse au final, eh bien, c'est le fondamental, c'est l'activité, c'est la croissance, c'est l'innovation qui est derrière, et puis cette capacité à protéger ses marges, à protéger son marché, non pas par des barrières, mais parce que, en tout cas, des barrières à l'entrée, des barrières technologiques. Et faire fi des valorisations, comme vous dites, François, aujourd'hui, de votre point de vue, chez Wise AM, c'est un risque pour l'investisseur, pour l'épargnant, ou est-ce que non, c'est justifié par l'environnement de taux bas, par exemple, ou autre ? À un moment donné, on a eu un exemple de ce que ça peut être en 2018. En 2018, on a vu les valeurs plus classiques commencer à corriger, alors que ces valeurs technologiques ont réussi, ces valeurs de croissance ont réussi à se maintenir à des niveaux assez satisfaisants pendant toute une partie de la correction. Et puis, on a eu un fort mouvement de correction ensuite sur novembre et décembre. Oui, le Nasdaq aussi a été touché, voilà, si on dit les choses un peu simplement, mais c'est ça. Exactement. Donc on a eu un rattrapage à la baisse, cette fois sur ces valeurs qui, elles ont été attaquées à ces moments-là. Donc, c'est pas forcément gravé dans le marbre. Voilà. Et à un moment donné, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Bon, où est-ce qu'on met le curseur, Frédéric, entre la croissance à tout prix, la tech aujourd'hui ? Compliqué quand même de pas avoir ces secteurs en portefeuille aujourd'hui, j'imagine. Pour nous, surtout chez Pictet Asset Management, c'est compliqué parce que vous savez qu'on aime beaucoup les thèmes de long terme, et notamment la technologie à travers la robotique, la sécurité, le digital, qui sont des valeurs qui finalement, à travers des cycles, ont tendance à surperformer. Et donc, il est toujours bon d'avoir dans un portefeuille. Mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment, que les marchés sont même chez Pictet, on regarde autre chose alors. Que les marchés sont assez tendus, et donc on va être balancé entre ces deux choses. Alors, comment est-ce qu'on résout ces deux raisonnements qui semblent irréconciliables dans un portefeuille ? Eh bien, on a en général, par exemple, sur nos fonds d'allocation, toujours une part sur l'investissement thématique qui est constante. Et on s'est dit, voilà, ça peut monter, baisser suivant les cycles, mais
Sur un cycle entier, eh bien, ça va finir par produire ses fruits. Et puis, sur une partie qui est la plus tactique, eh bien, on va gérer les secteurs. Et sur cette partie-là aujourd'hui, voilà, donc on est toujours investi sur le digital à travers les thématiques, mais sur cette partie-là qui est plus cyclique, nous on revient plus sur des secteurs qui sont défensifs, ennuyeux parfois, services aux collectivités locales par exemple. Vous voyez un petit peu l'excitation autour de ce thème. Bon, à travers notamment des thèmes comme l'eau et puis aussi la santé. Alors qui a été bousculé ces derniers temps, mais qui arrive après le début de campagne un peu tonitruant de Bernie Sanders à des niveaux très intéressants aux États-Unis. Donc des secteurs quand même qui sont défensifs, avec des valorisations intéressantes et quand même des perspectives de croissance à moyen terme. Alors ça va pas suivre le cycle économique exactement, mais qui seront plutôt raisonnablement bonnes. Bon, pourquoi ce besoin de défensif aujourd'hui? Alors oui, enfin, je veux dire, ça fait des mois qu'on parle d'une situation, d'un environnement économique un peu compliqué, mais pour ceux qui regardent les choses précisément au quotidien avec un microscope, parfois, on a quand même le sentiment que on est peut-être en train de vivre un rebond cyclique. Dans la fin de cycle, on a peut-être un petit mouvement de rebond cyclique aujourd'hui, non? On a l'impression quand même que beaucoup de bonnes nouvelles ont été jouées. C'est un petit peu aujourd'hui le scénario boucle d'or qui est joué sur les marchés. Donc boucle d'or et les 3 ours. Le gruau est ni trop chaud ni trop froid. Le lit est ni trop dur ni trop mou. Le fauteuil ni trop grand ni trop petit. La Fed ni trop accommodante ni trop sévère. L'économie ni trop ni trop inflationniste ni trop récessionniste. Et donc je dirais tout va bien. Et donc on continue d'acheter. Nous on a quand même le sentiment que pendant que la croissance bénéficiaire était régulièrement dégradée et que les économies ralentissaient, eh bien on a eu des marchés qui ont continué de monter, tout simplement poussés par des banques centrales devenues très accommodantes. Pour nous, ça ne peut pas durer indéfiniment. Soit la croissance reprend effectivement, c'est plutôt ce que nous pensons à la limite, avec une Chine qui repart, l'Europe et les États-Unis, je dirais, qui sont en voie de stabilisation, mais à ce moment-là, probablement de nouveau des banques centrales un petit peu plus sévères. Ou alors, effectivement, les États-Unis, comme nous l'indique la courbe des taux, partent en récession dans les 18 mois à venir. Et là, je pense que les marchés actions nous raconteront une autre histoire. Donc on a quand même le sentiment que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans le marché et que c'est le moment nous on a réduit il y a quelques semaines déjà, on souffre un peu, mais c'est le moment effectivement d'être prudent sur les marchés actions. Ouais, très clair. Alors la lecture est passablement compliquée aussi, Mabrouk, parce que on a quand même 2 mondes. Alors c'est intéressant avec la tech aujourd'hui qui surperforme, la croissance qui est toujours là à 2 chiffres, avec des valorisations importantes. Il y a le monde des services en général, et puis il y a le monde industriel. Et on voit bien que là, les 2 histoires sont quand même très très différentes. Ça se retrouve d'ailleurs d'une certaine manière un peu dans les marchés aujourd'hui, Mabrouk. Oui, absolument. Enfin, si on revient sur la période de publication des bénéfices, ce qu'on observe, c'est que globalement, on a plutôt en fait des bonnes nouvelles un peu partout. Enfin, aux États-Unis, ils sont un peu plus en avance par rapport aux Européens sur leur cycle de publication. On n'a pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'en gros, on a non seulement plutôt des bonnes nouvelles, côté non seulement publication, et aussi côté perspective. C'est aussi ça qui aide aujourd'hui à voir les indices boursiers croître. Parce que finalement, on sort d'une période quand même assez traumatisante, puisque la fin de l'année 2018 a été un véritable carnage. On est resté finalement, on a tendance toujours à tirer les tendances, effectivement, à se dire que finalement début 2019 serait un peu dans le prolongement. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des fondamentaux, des entreprises qui restent bons, qui restent solides, et ça ne concerne pas uniquement le secteur effectivement de la technologie. Il y a beaucoup de secteurs, dans le secteur financier aux États-Unis, qui a publié de très bons résultats aussi. On va avoir a priori une semaine assez chargée en termes de publication. On va voir le plus gros qui va être publié, donc ça va être assez déterminant pour la suite. Et là, a priori, on n'a pas de raison de penser que ça va se dégrader davantage. Maintenant, effectivement, le point que vous soulevez est assez intéressant, puisque le secteur de la tech est un secteur par construction qui n'est pas véritablement touché par toutes les incertitudes que connaît le secteur industriel, le secteur manufacturier en particulier. L'Allemagne, effectivement, on sait pertinemment l'exposition qu'a l'Allemagne, notamment le secteur automobile, à la Chine. On a quand même de grands constructeurs qui font pas loin entre 1/4 et 40% de leurs ventes en Chine, et mécaniquement, quand vous avez des croissances de vente de véhicules en Chine qui sont négatives, c'est encore très compliqué. Donc quand on aura effectivement, on a tous plus ou moins en tête un rebond de la croissance, ou du moins une croissance qui va se stabiliser pour repartir ensuite. Si on n'a pas de contagion attendue du secteur manufacturier vers le secteur des services, on n'a pas de raison de voir effectivement catastrophe en fait se profiler devant nous, et possiblement voir les marchés continuer de croître. Alors peut-être pas avec une pente aussi forte que ce qu'on a connu en début d'année, parce que
encore une fois, on revient, c'est un rattrapage de ce qui a été perdu, fin d'année 2018. Mais finalement, avec le contexte qui a été décrit, de banque centrale ultra accommodante, de croissance finalement qui n'est pas non plus, qui reste plutôt bien orientée et pas d'inflation, on a finalement toutes les conditions. Oui, c'est le boucle d'or. Sauf que vous dites, ce boucle d'or, il peut durer, Mabrouk. Enfin, Frédéric Rollin chez Pictet nous dit, tactiquement, il est peut-être temps d'être un peu plus défensif aujourd'hui dans les portefeuilles. Mais enfin, à vous entendre, et puis je demanderai à François juste après. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'être, au contraire, peut-être plus agressif, d'aller chercher des valeurs cycliques, très cycliques, qui n'ont peut-être pas encore bénéficié de tout le rattrapage dont on peut espérer. Si on estime par exemple que la croissance effectivement en Chine va de nouveau effectivement remonter légèrement sous l'impulsion effectivement des mesures qui ont été conduites par à la fois l'État et par la Banque centrale. D'ailleurs, on a eu aujourd'hui quelques déclarations indiquant peut-être que la Banque centrale arrêtait finalement de soutenir l'économie. Donc ça reste à voir. Il y a eu des démentis, mais pour le moment, toutes les mesures qui ont été implémentées, et ça est véritablement le game changer aujourd'hui en Chine, vont produire ses fruits, mais pas de manière aussi immédiate que par le passé. Par le passé, on relançait le crédit de manière monumentale, avec des taux de croissance du crédit qui atteignaient qui dépassaient les 20%, et on avait effectivement des effets sur la croissance, effets qui étaient de plus en plus faibles par ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, on a des mesures plus ciblées qui vont tarder à produire leurs effets. On pressent effectivement des effets qui vont se manifester plutôt dans la seconde partie d'année. Et si on a une Chine qui repart et par effet de cascade, une contagion positive, si je puis dire, bien sûr, en Europe et aux États-Unis, avec en toile de fond par ailleurs une accalmie sur le volet commercial. A priori, je ne pense pas, là par contre je ne partage pas tout à fait l'avis qui a été émis juste avant. Je ne pense pas que toutes les nouvelles soient pricées encore une fois dans le marché. C'est la question, hein. C'est le vrai sujet, il est là, parce que je crois vous décrivez à peu près tous le même profil, on va dire, de croissance. Mais la question, c'est de savoir, voilà, jusqu'où on est allé en intégrant ces nouvelles positives. Si jamais on a un accord, un début d'accord, hein, parce qu'on sait pertinemment que tout ne sera pas réglé avec un seul accord, qui interviendrait par exemple à la fin du premier semestre, notamment au moment d'un prochain sommet, où Xi Jinping et Trump seront entre guillemets contraints de se rencontrer et finalement peut-être de dessiner un début d'accord, là effectivement ça permettrait de lever beaucoup d'incertitudes. François, votre sentiment, et on part effectivement du discours que portait Frédéric Rollin chez Pictet AM. Ok, l'amélioration elle peut arriver, on compte tous dessus. Le marché a anticipé en partie cette amélioration totalement. Est-ce que si on monte beaucoup plus qu'au-delà des niveaux actuels, on est dans une phase d'exagération qui justifierait un positionnement peut-être plus défensif dans les portefeuilles, ou est-ce que non, il faut justement prendre son courage à deux mains et se dire que c'est peut-être le moment d'acheter les banques, d'acheter toutes ces... Voilà, justement. Donc, voilà. Non, mais... Donc on vit dans deux mondes en fait. On vit dans deux mondes. On a le monde de la croissance. On verra plus tard également les problématiques d'emploi que ça génère entre les emplois qualifiés et les emplois moins qualifiés. Et c'est cette dichotomie qu'on a dans les services, dans le manufacturier. La croissance et la value. Donc la value, les valeurs, les secteurs beaucoup plus traditionnels en fait, impactés par le manufacturier. Et donc peut-être qu'il reste encore des choses à jouer sur ces thématiques value qui ont l'automobile qui peut à un moment donné se remonter un peu plus que ce qui n'a été. Malgré toutes les difficultés qu'on a sur l'automobile. Parce que quand on regarde, alors je suis désolé, mais je reviens encore dans mes histoires de valorisation. Mais en fait aujourd'hui, on sait que il y a des perspectives qui sont forcément difficiles dans l'automobile, des investissements colossaux qui vont devoir être menés. Le côté cyclique lié à la consommation est aussi un élément avec ce qui se passe en Chine. Ça a été noté. Mais tout ça, en fait, c'est déjà dans les cours, en tout cas. Enfin, moi, je pense que c'est déjà dans les cours. Et que y a quand même... Moi, je regardais, par exemple, le secteur bancaire, où on dit, on ne sait pas ce que c'est qu'un bilan bancaire, on ne sait pas ce que c'est qu'une book value, une valeur patrimoniale pour la banque. Mais quand même, moi, je note que il y a eu dégradation des résultats sur longue période du secteur bancaire, et que aujourd'hui, les choses sont plutôt en train de s'améliorer. Et donc, quand même, je me dis qu'à un jour, on va essayer peut-être de retrouver des réflexes un peu plus classiques que simplement aller acheter des histoires de croissance. D'un retour à la moyenne, d'un retour à la normale. Voilà, exactement.
Frédéric, un mot encore, et puis on marquera une pause là sur ces sujets de marché. Enfin, je sens quand même les positions des uns et des autres sont pas tout à fait les mêmes. Oui, moi nous, on a plutôt le sentiment que les marchés peuvent consolider. Je crois que peut-être le sentiment partagé, je sais pas, c'est qu'en tout cas les marchés sont pas loin de leur plus haut. Topiche, un comme peu on dit. Topiche, voilà. Peut-être. Hein, et ce qui fait que finalement, il peut avoir intérêt justement à revenir sur des secteurs ou des pays qui ont des faibles valorisations, parce que soit effectivement le marché veut vraiment encore monter et là les investisseurs vont aller chercher quand même à un moment donné les retardataires, les traînards, bien ça sûr. la voiture balai, soit effectivement eh bien, les marchés se mettent à baisser et dans la consolidation, on peut espérer que les valeurs défensives vont un petit peu mieux se comporter. Donc nous, ça va être service aux collectivités locales, la santé. Et je sais que par exemple, notre gérant Action Européenne, qui lui vraiment va choisir des valeurs une à une, est en train aujourd'hui de revenir sur le bancaire. Pour la première fois depuis très longtemps, il a une surpondération, puisque voilà, le sentiment sur les bancaires, c'est que, eh bien, quand même, l'essentiel des ajustements réglementaires ont été faits. BAL 4, c'est plutôt 2020, ça sera moins important. Il y a des gros dividendes, il y a des franchises qui sont intéressantes, des entreprises qui ont déjà beaucoup investi en technologie et qui vont en récolter les fruits. Donc, en faisant attention, je crois au stock picking, mais ça, c'est pas ma spécialité, bien sûr, à la sélection de titres. On peut trouver sur les bancaires des valeurs particulièrement intéressantes. Ouais, intéressant. Donc tout ça n'est pas contradictoire. Hein. Tout ça va ensemble. Bon, on notera Crédit Suisse. Je pense au secteur bancaire. On n'a pas encore les résultats des grandes banques européennes. Crédit Suisse est une grande banque évidemment, mais c'est un modèle très très banque privée aussi. Donc la publication était bonne quand même de Crédit Suisse. Le titre progresse à Zurich de 0,4-0,5% actuellement dans des marchés qui consolident gentiment. Moins 0,3% pour le CAC 40 actuellement, 5516 points. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. On est reparti ensemble jusqu'à 18h avec nos invités du Club de la Bourse, François Jubin, le président de WiseAM, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM, et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. On a parlé du marché, de votre scénario central, qui reste quand même celui d'une stabilisation macroéconomique, voire d'un rebond séquentiel peut-être dans la deuxième partie d'année. Mabrouk, je me tourne vers vous. On avait quelques indicateurs encore récents là qui permettent de valider ce scénario. C'est une question. Les enquêtes d'activité pour le mois d'avril la semaine dernière, on avait le climat des affaires mesuré par les instituts nationaux en France, en Allemagne ce matin. L'Allemagne d'ailleurs, on sent que c'est pas gagné, c'est-à-dire que on a même un IFO, un climat des affaires qui, il faut regarder un peu à la loupe, mais qui se dégrade encore au mois d'avril, alors qu'on est tous un peu dans l'état d'esprit quand même justement d'un point bas qui aurait pu être touché au cours du premier trimestre. Alors c'est vrai que concernant l'IFO, qui est vraiment l'indicateur conjoncturel qui retrace vraiment ce qui se passe en Allemagne, on a eu une dégradation continue en fait de cet indicateur tout au long de 2018 et y compris début 2019. On a eu le point de mars en fait qui s'est rétabli, donc notamment à la composante anticipation, et là effectivement le dernier point publié montre. Alors, c'est une légère dégradation. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. C'est qu'on ne peut pas parler effectivement d'une nouvelle dégradation. Il n'y a pas d'accélération de la dégradation, loin de là. C'est quand on regarde un peu, quand on met en parallèle la composante anticipation et la composante courante, on voit qu'on est finalement sur une espèce de stabilisation. Donc, avant de rebondir par construction, il faut d'abord arrêter la chute. Donc d'abord, on est dans une phase de stabilisation et globalement, comme je le disais au préalable, on a une connexion très forte effectivement des cycles industriels entre les grandes économies, la Chine, l'Allemagne, et globalement il y a toujours un temps de retard avant que les chiffres positifs en Chine possiblement puissent contaminer favorablement l'Allemagne. C'est quoi l'ordre de grandeur du délai, du lag, du décalage? Entre 1 et 2 trimestres effectivement de lag. Ah oui. Et donc du coup on va pas voir immédiatement, parce qu'on a eu l'accumulation de bonnes nouvelles en Chine. Quand on regarde certains indicateurs, notamment celui publié par Citi de surprise économique, la Chine est repassée en territoire positif et de manière assez forte. Donc là aussi, plusieurs indicateurs qui vont dans ce sens-là, la croissance des crédits, les ventes au détail. Donc on a tout le volet effectivement interne et même externe à travers les exportations qui se comportent plutôt bien en Chine. Donc avant de voir effectivement une contamination positive, un effet de diffusion marqué sur les autres économies, il va falloir attendre un peu. Mais globalement, on est plutôt confiant et ça a été indiqué, on a des mesures budgétaires qui viennent encore une fois, de manière assez ciblée, soutenir l'économie. La publication des comptes nationaux,
qui va commencer d'ailleurs dès vendredi. Ouais, pour les États-Unis, pour la France, et un peu plus tard pour les autres grands pays, va être particulièrement intéressante, puisqu'on va voir finalement quelle va être la contribution notamment de la dépense publique. On sait qu'en Allemagne, au Q4, on a évité la catastrophe, du moins la récession technique, grâce notamment à une injection de finances publiques qui a été massive. Donc, alors massive au regard du dogme allemand. Voilà, c'est ça. On parle globalement sur l'exercice en cours. J'entendais encore les chiffres récemment, mais entre 0,5 et 1 point de PIB pour taper large, de relance budgétaire en Allemagne. C'est un exploit. Donc voilà. Mais il faut remettre les choses entre guillemets dans leur contexte. L'Allemagne n'est pas une économie entre guillemets dépensière. L'État allemand n'est pas dépensier. Ils n'ont pas par ailleurs non plus comme en France certains acteurs qui forcent entre guillemets à la dépense. Donc c'est un effort qu'il ne faut pas minimiser là, vous dites. Alors en gros c'est un effort. L'Allemagne a bien conscience, parce que même l'État allemand a révisé quand même de manière très forte sa perspective de croissance. Ils sont plus qu'à 0,5 pour cette année, c'est vraiment très faible. Et on attend effectivement un soutien budgétaire qui devrait porter ses fruits et qui devrait en cascade soutenir l'économie mondiale. Tiens, c'est intéressant parce que c'est le débat éternel, mais relancé encore ce week-end par Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, qui tweetait en ce sens, qui grosso modo, les taux sont tellement bas grâce aux banques centrales. Les États qui le peuvent ou qui le souhaitent ont tout intérêt à s'endetter pour investir. Évidemment, pour créer de la croissance pour demain. Enfin, toute la question, c'est de savoir ce qu'on fait de la dette qu'on lève sur les marchés. Mais financer de la relance budgétaire grâce aux banques centrales, c'est la bonne idée du moment, c'est une bonne stratégie, c'est un thème de marché, Frédéric ? Alors, je ne pense pas que ce soit encore un thème de marché. Ça pourrait le devenir, auquel cas, effectivement, ça pourrait donner un petit peu d'élan encore au marché action. Et c'est vrai que la particularité de l'Europe, c'est d'avoir essayé de mener sa sortie de crise tout en ayant une forme de rigueur budgétaire, en fait, grosso modo, quasiment imposée par l'Allemagne. Et d'un seul coup, effectivement, aujourd'hui, l'Allemagne a quelques difficultés économiques et on a l'impression qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, n'est-ce pas ? Donc, oui, cette année, effectivement, si nos économistes prennent l'ensemble des pays européens, on peut avoir un stimulus de croissance de l'ordre de 0,3, 0,4, voilà, peut-être 0,5, ce qui est relativement nouveau pour l'Europe. Est-ce qu'on va faire plus ? Est-ce qu'il faut faire plus ? Oui, et puis est-ce que effectivement tous les pays vont être d'accord pour faire plus ? Nous, on a le sentiment quand même que le ralentissement allemand est temporaire, donc il est vraiment très fort. Les dernières données, notamment sur les commandes industrielles, sur la production industrielle, ça a été vraiment vertigineux, bien pire que ce que les marchés pensaient. Mais néanmoins, on a quand même en Europe et en Allemagne une croissance salariale qui est raisonnable. Ouais. Et puis on a le redémarrage chinois qui est finalement beaucoup plus fort que prévu selon les données de mars et qui devrait faire en sorte que l'économie européenne revienne. Voilà, c'est pas nous les leaders de l'économie mondiale, ça va être plutôt les États-Unis et la Chine. Est-ce que la fenêtre budgétaire va rester ouverte dans les années qui viennent avec une Allemagne qui reprend confiance ? C'est pas certain. Ouais. Les politiques budgétaires, comment vous regardez ça, François ? Voilà, l'idée qu'on finance la relance budgétaire fiscale grâce aux banques centrales. Alors après, le débat est ouvert sur le rôle des banques centrales, d'ailleurs, assumé, volontaire ou pas, dans cet effort de relance budgétaire. Alors, il y avait un thème qu'on utilisait beaucoup en économie ouverte, qui était la coordination des politiques monétaires, et budgétaires. Bien sûr, l'antienne reprise par l'OCDE encore récemment dans sa publication de ses dernières perspectives. Et donc, est-ce que la relance budgétaire isolée de l'Allemagne sera efficace pour contrer une dégradation de l'activité en Europe ? Je sais pas. Bon. Donc ça, c'est déjà un risque que peut-être qui était déjà analysé par le gouvernement allemand. Est-ce que une politique budgétaire sera efficace ? Donc, sachant que c'est une économie quand même très ouverte, on est plus sensible à ce qui se passe en Chine pour l'activité allemande que sans doute la politique budgétaire. Donc ça, c'est un point. Moi, je suis pas persuadé de l'efficacité sans avoir fait de grands calculs. Et puis derrière, quelle est la part de cette relance budgétaire qui va revenir en épargne, en fait, qui va être thésaurisée. Thésaurisée, oui, c'est ça. Voilà. Puis on va boucler après sur les banques centrales. Ouais, donc les effets multiplicateurs keynésiens, vous avez un peu de mal à acheter là sur la relance budgétaire.
Ouais. Mabrouk, un mot là-dessus, et puis on marquera une pause. Il y a un autre grand pays qui fait de la relance budgétaire, c'est la France. Donc on a quand même les deux gros poids de la zone euro qui font de la relance budgétaire. Alors je suis d'accord que la coordination des politiques monétaires et budgétaires, c'est important pour maximiser son effet, mais on a effectivement ces deux gros poids qui, de manière simultanée, et pas pour les mêmes raisons par ailleurs, font de la relance budgétaire. Il y a un autre point qui est intéressant, pour reprendre un terme économique qu'on apprend en cours, c'est le seigneuriage. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on nous apprenait et on voyait qu'à la fin, milieu des années 90, on a eu l'indépendance des banques centrales, interdiction, en tout cas en Europe, de financer toute forme de relance budgétaire, d'où l'instauration de critères, etc., si on fait un peu d'histoire économique. Et donc là, on se retrouve dans une situation complètement inverse, où on a finalement à la fois aux États-Unis une Fed qui nous annonce le mois dernier qu'elle va switcher un peu dans la composition de son bilan des MBS au profit effectivement de treasuries. On va acheter plus de dette américaine, on va soutenir la dette américaine dans la façon dont on gère le bilan de la Fed, en achetant un petit peu moins de titres adossés au marché immobilier. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont opérer Donc vous dites, on n'est pas loin de la monétisation, du financement c'est ce qu'on appelle de la dette des États. Là. C'est ça, donc bon, si on pousse le trait... si on grossit un peu Voilà, exactement. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque au fond, quelque part, le mandat des banques centrales était de contrôler l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, il n'y en a plus, donc en quelque sorte, et on ne sait pas si celle-ci va revenir. Si on pense effectivement qu'on est dans une forme de japonisation un peu de nos économies, et donc du coup, quel va être le mandat, quel va être le rôle des banques centrales? Je sais pas, aider les États à s'endetter, par exemple. C'est ça leur nouvelle. Ah, oui. Par exemple. Donc non, mais si on fait un peu de politique monétaire fiction, mais pourquoi pas? Donc est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est la tendance. Hein. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on voit par ailleurs, et les différentes déclarations un peu agressives en quelque sorte de Trump, ou même ce qu'on a vu en Italie cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu en Italie cette semaine? On a eu des déclarations un peu agressives vis-à-vis de la Banque centrale italienne. Ouais. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un contexte effectivement qui est peut-être qui est complètement nouveau par ailleurs, et qui nécessite de revoir certaines choses. Bon, de ce point de vue-là, l'indépendance des banques centrales appartient à l'histoire désormais. Non, mais c'est un vrai sujet ou pas, Frédéric? Alors, actuellement pour nous, je pense qu'effectivement il y a peut-être dans cet optimisme des marchés l'idée qu'au fond la Fed commencerait à employer une politique monétaire beaucoup plus accommodante, accepterait beaucoup plus d'inflation et à moyen terme de financer en quelque sorte les déficits budgétaires. Alors évidemment, ça c'est très aussi action, puisque ça veut dire que voilà, c'est la fête en fait, tout simplement. Et puis c'est bien résumé. Et on verra demain matin. Mais demain matin, c'est peut-être dans ces cas-là un horizon bien lointain pour un investisseur. Nous, on a le sentiment quand même que, effectivement, peut-être c'est un des souhaits de Donald Trump d'avoir une Fed qui est beaucoup plus à sa main. Mais aujourd'hui, la Fed reste indépendante et au cours d'un premier mandat, ça serait un virage quand même très important qui pourrait être pris en seulement 4 ans. Ça nous paraît très improbable. Et d'ailleurs, il y a des propositions de nomination qui ont été clairement refusées parce qu'elles allaient trop dans ce sens. Donc oui, il peut y avoir effectivement des nominations un petit peu plus politiques qu'elles n'étaient auparavant. Et on voit d'ailleurs que le temps de nommer un gouverneur, c'est considérablement accru parce que au fond, ça s'est politisé et il y a beaucoup de partisans. Mais faire ça en un seul mandat, ça nous paraît difficile. 2 mandats. Voilà, ça ouvre la possibilité. Ça peut ouvrir des possibilités, notamment de nommer un gouverneur qui serait beaucoup plus pro-républicain et voilà dans des politiques beaucoup plus accommodantes. C'est pas impossible et je pense que comment les marchés vont le prendre, ça va être intéressant parce qu'il y a du pour et du contre. C'est un vrai sujet et ce sera sans doute un thème de campagne aux États-Unis. C'est tous ces questionnements autour de la nouvelle théorie monétaire, surtout plus ou moins moderne d'ailleurs. Surtout s'il y a un ralentissement aux États-Unis, que ce ralentissement est important. La courbe des taux nous indique une récession. Ça m'étonnerait que Donald Trump prenne la responsabilité de ça. Il est possible qu'il accuse la banque. Ah oui, il trouvera toujours un bon émissaire. Il l'a déjà fait. Oui, c'est déjà bien dans le viseur. Oui, non, mais, un mot là-dessus encore, François, puis on va marquer la clôture juste après. Moi, sur les banques centrales, on voit bien qu'aujourd'hui, elles accompagnent le mouvement. Donc, elles sont très pro-marché. Et ce que disait Mabrouk... Elles sont en retrait, finalement. Elles ne cherchent pas à être proactives, d'une certaine manière. Parce qu'elles voient bien que si on rentre dans une spirale récessionniste, ça va être encore
encore plus compliqué pour elles. Et donc finalement, elles ont besoin quand même d'avoir cette stabilité sur l'économie. Et c'est de préserver la situation actuelle. La japonisation je pense que l'exemple japonais est à mon avis très intéressant à étudier pour l'avenir de nos économies. On marque une pause, messieurs. Clôture à suivre dans un instant. À Paris, le CAC au fixing, moins 0,28%, 5576 points. Clôture des marchés en Europe ce soir qui clôture sur une note de consolidation. Alors à l'exception du DAX, on va en parler dans un instant, mais pour le reste c'est plutôt une séance de consolidation assez douce d'ailleurs, moins 0,28% pour le CAC 40, 5576 points, alors qu'on est en train de battre de nouveaux records sur le marché américain. À petite dose, on y va vraiment pas à pas désormais, on est sur des pics historiques quand même pour les grands indices américains, mais on progresse encore légèrement. On a marqué un nouveau record historique sur le Nasdaq Composite et on aura sans doute peut-être un nouveau record en clôture ce soir pour le S&P 500 qui doit franchir les 2940 points pour battre son record en séance du 21 septembre dernier. Donc série en cours, série à suivre de records sur le marché américain. En Europe, donc clôture légèrement négative avec le secteur de la tech qui était le secteur en vedette aujourd'hui, qui gagne quasiment 4% à l'arrivée en Europe, avec un mélange de bonnes publications, de perspectives relevées, de perspectives financières relevées pour certaines entreprises, et puis des investissements à noter au capital de deux grandes valeurs technologiques allemandes, SAP et Wirecard. Au final, on notera donc côté publication STMicro qui gagne plus de 5% ce soir, Dassault Systèmes plus 4%. On avait également Ingenico hors CAC 40 qui s'en sort bien et qui livre notamment un nouveau plan stratégique au marché avec une nouvelle direction bien sûr. Le titre Ingenico gagne plus de 6% ce soir. SAP donc avec l'arrivée au capital du fonds activiste Elliott qui vient non pas remettre en cause la stratégie mais qui vient soutenir, défendre la stratégie qui a été dévoilée, la nouvelle stratégie dévoilée par la direction de SAP. La nouvelle stratégie c'est focus sur le cloud, c'est ça la stratégie de SAP aujourd'hui. Ça n'a pas grand chose de nouveau de ce point de vue là, mais accélération quand même dans ces nouveaux métiers en forte croissance. C'est d'ailleurs ce qui a permis à SAP de sortir de très bons chiffres au premier trimestre si on enlève les coûts de restructuration, parce que le groupe se restructure évidemment. Le titre SAP bondit de 12% ce soir. On parle quand même de la plus grosse capitalisation technologique en Europe, plus de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière, largement, on doit même être autour de 120 milliards, plus 12% pour SAP ce soir. Et puis Wirecard, la fintech allemande, la fintech européenne qui voit le japonais SoftBank investir à son capital, un investissement d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Le titre Wirecard là aussi s'envolait de près de 10% ce soir, plus 7% à l'arrivée pour Wirecard, ce qui explique donc le DAX en hausse de 0,6% à l'arrivée quand les autres marchés européens consolident un petit peu. Le CAC ce soir moins 0,28%, 5576 points. BFM Business, Intégral Bourse. On refait la séance. Nos invités autour de la table et quelques commentaires avec Khalil Djebali par téléphone avec nous, analyste de marché chez XTB à Paris. Khalil, bonjour, merci d'être là. Je sais que le DAX est l'indice que vous suivez le plus, peut-être. Oui, c'est la principale place boursière en Europe, la place de Francfort. C'est un indice de référence. C'est intéressant de voir que le DAX fait bande à part aujourd'hui, Khalil. Bonjour Grégoire, alors effectivement il y a une vraie dichotomie aujourd'hui entre le DAX 30 et les autres indices européens. Alors vous l'avez très bien mentionné en introduction, puisque aujourd'hui le DAX 30 est tout simplement tiré par ces valeurs de la tech, à savoir Wirecard et SAP. On voit aussi que typiquement le CAC 40 par ailleurs est orienté à la baisse, se devrait clôturer, mais a même déjà clôturé plutôt en baisse, principalement en raison du secteur automobile et de ses valeurs cycliques. J'en veux pour preuve Renault qui s'est retrouvé pénalisé par l'abaissement des prévisions de son partenaire Nissan, donc Nissan Motors, qui pénalise ensuite par voie de conséquence l'ensemble du secteur automobile. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que on a un CAC 40 qui gagne quand même depuis le début de l'année plus de 18%. On commence à se montrer vigilant chez XTB. C'est un propos qu'on tient déjà depuis quelques semaines, et pour cause, puisque on voit que les gérants commencent à opérer des retraits assez massifs sur les marchés actions,
Typiquement, pour la semaine terminée au 19 avril, selon la société EPFR, eh bien, les gérants ont opéré des retraits nets à concurrence de 1,1 milliard de dollars, alors que dans le même temps, eh bien, les flux sont venus s'investir sur les marchés obligataires à concurrence d'à peu près 8 milliards de dollars. Donc attention, il pourrait s'opérer comme une rotation, alors pas sectorielle, mais une rotation en faveur des marchés obligataires. Donc il se pourrait que l'année soit en partie déjà faite, ou soit plutôt déjà faite, même sur les indices européens. Un peu topiche, voilà, c'est le mot qui est approprié pour parler effectivement de la situation de ces marchés et de ces marchés actions. Topiche, ça veut dire qu'on est au top, pour l'instant en tout cas. Enfin, les tops sont faits pour être franchis, et c'est le cas d'ailleurs en ce moment à Wall Street. Mais bon, on voit quand même encore une fois qu'on y va peut-être de manière mesurée, avec beaucoup de prudence encore, même si on reste proche des 5600 points sur le CAC 40 à Paris. Le DAX termine en hausse de 0,6% et l'indice parisien en baisse de 0,28% ce soir. Merci beaucoup Khalil Djebali qui est avec nous par téléphone, analyste de marché chez XTB. Khalil qui soulevait un point important quand même sur lequel je voulais vous entendre, peut-être messieurs. François Jubin avec nous, le président de Wise AM, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM, et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM. Ok, la hausse du marché action, on a pris 15% au-delà là sur les grands indices depuis le 1er janvier. Si on parle des grands marchés américains et notre marché européen, cette hausse des marchés actions s'est faite avec une décollecte permanente, et notamment des fonds, des OPCVM. L'argent sort des fonds et le marché monte. C'est pas nouveau, Mabrouk, mais plus les semaines passent, plus la situation se renforce d'une certaine manière. Alors, il faut s'en inquiéter ou pas? C'est notamment le cas en Europe. C'est, dans les données en fait dont on dispose, on voit effectivement une forme de décollecte quasi structurelle en fait, qui a commencé depuis maintenant un peu plus d'un an, et on a du mal à réconcilier un peu ces sorties en fait qui sont parfois massives, donc en période de stress notamment, avec finalement ce qu'on observe depuis le début de l'année sur les marchés actions européens notamment, c'est-à-dire une croissance quasi qui presque robotisée du marché, on peut dire. C'est quasiment une pente à 45 degrés. Ça interpelle en quelque sorte, et c'est cette dichotomie entre ces flux négatifs. Encore une fois, ça concerne l'Europe, puisque quand on regarde les autres marchés, on n'a pas cette histoire. On a des flux qui restent relativement bien connectés avec l'histoire que l'on observe sur les marchés. Donc on a ces flux sortants. Alors est-ce que ça veut dire que cette mesure est partielle en fait, et qu'elle ne retrace qu'une partie de l'histoire, et que finalement il y a d'autres flux qui viennent alimenter? Oui, même quand on regarde les flux dans leur ensemble, parce qu'il y a différents types de flux. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas que les flux vers les fonds de gestion traditionnels. Ceux qu'on regarde effectivement sont ces flux-là. Et donc, mais après il y a d'autres choses. Il y a des mouvements effectivement qui sont mesurés par les balances des paiements, qui sont moins regardés puisqu'on ne dispose pas de la donnée avec une fréquence aussi forte, aussi haute que celle des flux que l'on regarde. Et donc mécaniquement, c'est une mesure que je qualifie de partielle pour l'Europe. Donc il convient peut-être de ne pas trop accorder finalement d'importance à cette donnée-là. Mais encore une fois, il y a une énigme européenne claire qu'on ne retrouve pas finalement du côté même du marché des taux, du marché obligataire, des marchés du crédit, ou même des marchés émergents. Donc là, finalement, des choses assez cohérentes. Quelqu'un a une clé d'explication, là, François Jubin? Explication, peut-être pas, mais ce que Frédéric Rollin rappelait, c'est que quand il y a des gens qui sortent, il y en a d'autres qui rentrent, puisque on a effectivement un acheteur et un vendeur. Donc, ils ne rentrent pas de la même manière, visiblement. Ils ne rentrent pas de la même manière, visiblement. En tout cas, on les observe pas. Voilà, on les observe pas. Ce que je trouve assez symptomatique aujourd'hui, je pense que d'abord, il y a beaucoup de cash dans tous les portefeuilles. Et puis, ce que j'observe, c'est que dès qu'on a un repli sur le marché, finalement, il y a des intérêts acheteurs qui reviennent très rapidement. Il n'y a pas de repli d'ailleurs, du coup. Non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, il faut regarder au microscope encore une fois. On a eu une petite baisse là en avril au début. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et puis 2% de baisse, c'est le max qu'on ait fait jusqu'à présent. C'est le max qu'on ait fait. Encore, il faut aller chercher les secteurs. C'est ça. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que tous les actifs périphériques aujourd'hui, qui ne sont assez faiblement traités par tous les grands opérateurs, le prop trading, la haute fréquence, donc les marchés obligataires, le crédit, les émergents, les small caps, on a encore beaucoup à accueillir pour pouvoir avoir une progression sur ces marchés. Donc je pense qu'il y aura à un moment donné des flux qui pourront venir se mettre sur ces marchés-là. Ils seront peut-être plus impactés par des comportements classiques d'investisseurs, alors que sur les grandes valeurs, aujourd'hui, on a un petit peu perdu quand même.
Frédéric, sur les flux? Difficile à dire, hein. Effectivement, chaque fois qu'il y a un acheteur, il y a un vendeur. Je pense peut-être aussi une des explications, c'est non seulement qu'il y ait des acheteurs ou des vendeurs plus pressés, mais c'est au fond que le marché européen suit la tendance. Effectivement, il ne se passe pas grand-chose en Europe, l'économie est relativement atone, et au fond, on n'est pas un marché qui guide les autres marchés. Et puis quand on voit le marché chinois qui prend 30%, le marché américain qui monte, dans la négociation, je dirais, les prix s'ajustent tout simplement à cette hausse-là. Donc, ça pose la question, finalement, est-ce qu'il y a une dynamique propre aujourd'hui au marché européen Est-ce qu'il y a une dynamique propre à l'économie européenne? On disait tout à l'heure, oui, l'économie européenne va repartir aussi quand même en partie, parce que la Chine repart. Donc c'est peut-être tout simplement, comme beaucoup de gérants aussi le savent et le constatent, que le marché européen est un marché qui suit aujourd'hui les autres marchés. Un marché périphérique? Un marché pour les acteurs. Non mais c'est une vraie question. Pour les acteurs globaux, d'économie et de dynamique et d'influence sur l'économie globale, on peut dire que les États-Unis et la Chine, effectivement, sont prépondérants sur l'économie européenne aujourd'hui. On marque une dernière pause, messieurs. On se retrouve jusqu'à 18h avec nos invités du Club de la Bourse. Je vous rappelle, clôture en ordre dispersé. Enfin, l'anomalie entre guillemets du jour, c'est le DAX. Le DAX qui a profité de la flambée de SAP et de Wirecard, deux fleurons technologiques allemands qui se sont envolés de 12% pour SAP et de 8,5% pour Wirecard. Voilà pourquoi le DAX est en hausse ce soir de 0,6% quand les autres indices européens consolident plutôt tranquillement. Le CAC, moins 0,28% à l'arrivée, 5576 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Il nous reste un peu moins de 10 minutes avec nos invités du Club de la Bourse. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet, François Jubin, président de WiseAM, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. On va reparler peut-être un peu des thème de marché que vous privilégiez aujourd'hui, messieurs, mais juste un petit commentaire sur le pétrole. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en début de semaine. Le mouvement s'est un petit peu calmé, mais quand même, on est monté jusqu'à 74-75 $ environ sur le baril de Brent. Ça s'est stabilisé aujourd'hui. Quand on regarde les réactions de marché, oui, les cours du brut ont monté, mais on a vu immédiatement en début de semaine les pétrolières, les parapétrolières qui montaient en bourse. Le marché a vu la hausse des cours du pétrole comme quelque chose de positif. Mabrouk. Évidemment, quand on parle des matières premières, du pétrole, les choses ne sont jamais aussi simples. Non, parce qu'il y a effectivement, tout dépend de la nature de la hausse d'une part. Est-ce que c'est un choc d'offre ou un choc de demande? Bon, globalement, jusqu'à présent, le prix du baril ne s'était pas, on va dire, effondré. On aurait pu penser qu'avec un déficit de croissance, enfin tout ce qu'on attendait comme mauvaise nouvelle et qu'on observait, on aurait pu voir cette variable, entre guillemets, qui est très dépendante du cycle mondial, s'écrouler elle aussi. C'était pas le cas. Ce qui signifiait par ailleurs qu'il n'y avait pas de problème, pas trop de difficultés sur la demande qui a été présente. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde les dernières évolutions qui sont liées par ailleurs aux déclarations de Donald Trump, notamment sur le dossier iranien, on va, l'augmentation récente s'explique par un choc d'offres potentiel. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir moins de pétrole en circulation dans le monde, puisque globalement il y a une sanction sur l'Iran qui va devenir effective dans les prochaines semaines. Et typiquement dans un contexte où on a le Venezuela qui continue de voir sa production baisser, donc les derniers chiffres montrent qu'on a un effondrement continu, une glissade vraiment permanente de l'économie vénézuélienne et du secteur pétrolier. La Libye aussi, on a des problèmes, donc il risque d'y avoir aussi un choc d'offres négatif de ce côté-là. Donc quand vous cumulez finalement, ces trois producteurs ne sont pas des acteurs majeurs, effectivement, de l'économie. C'est des petits producteurs. Quand vous cumulez finalement ces trois producteurs, globalement, les États-Unis ne peuvent pas compenser. Et globalement, non, pas tout de suite en tout cas. Donc il y a des délais. Et ils ne peuvent pas compenser. Et surtout, c'est que par exemple, le pétrole iranien est un pétrole de qualité différente par rapport au pétrole produit par les États-Unis et qui ne convient pas à toutes les raffineries. Donc globalement, il y a certains pays qui... Il y a un sujet de qualité de pétrole et de quantité. De quantité et de qualité. Ouais. Donc on a ce premier point d'une part. Et d'autre part, les Américains comptent sur les Saoudiens pour effectivement compenser. Après, c'est ce qu'on appelle un peu en théorie des jeux un équilibre non coopératif. Donc, est-ce que les Saoudiens ont intérêt finalement à ce niveau de prix du baril de remettre en activité, de réouvrir en fait certains puits, sachant que ça leur prend un peu plus de temps que pour les Américains, pour effectivement calmer l'augmentation du prix du baril? C'est pas sûr. Encore une fois, ce qu'on appelle le fiscal break-even, c'est-à-dire le niveau du prix du pétrole nécessaire pour la stabilisation des finances publiques saoudiennes, il est plus autour de 70-80, ce sont des chiffres effectivement des estimations du FMI, que 50-60. Ouais. Donc à un moment donné, chacun voit midi à sa porte et les Saoudiens n'ont pas forcément intérêt à répondre immédiatement. Et d'ailleurs, les déclarations du ministre de l'énergie saoudien... Donc le pari de Trump, il est risqué quand même, vous dites? Il est très risqué. Et puis, alors aujourd'hui, encore une fois, les États-Unis sont
s'affranchissent, enfin ils importent moins de pétrole, ils en consomment plus mais ils en importent moins parce qu'ils en produisent plus, mais globalement l'économie américaine est sensible au prix de l'essence qui a beaucoup grimpé aux États-Unis d'une part, et l'électorat de Trump est sensible aussi à cette variable, donc il prend un risque, il y a encore du temps avant les prochaines élections, mais là en fait il génère un risque qui possiblement peut se retourner contre lui, notamment si on a des émergents qui commencent effectivement à s'ouvrir et qu'on a notamment une ponction supplémentaire sur les économies développées, puisque un prix du baril qui monte, c'est quelque part moins de consommation aussi, il ne faut pas l'oublier. Évidemment. Bon, s'il y a un commentaire à faire, messieurs, je vous en prie, sinon il nous reste 5 minutes pour développer quelques thèmes d'investissement, quelques idées d'investissement dans le contexte qu'on décrit depuis une heure. François. Bien, vous êtes libre, pétrole, les thèmes de marché, les deux vont peut-être ensemble d'ailleurs. Oui, le pétrole, le pétrole, c'est pas une mauvaise. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas un mauvais thème de marché. C'est pas un mauvais thème de marché, c'est pas le pari du siècle, mais c'est quelque chose qui, bon an mal an, fait son job. Donc le secteur pétrolier est intéressant dans le contexte en plus de légère tension sur les prix. Pourquoi pas. Les bancaires, les cycliques qui ont été un peu en retrait et qu'on peut jouer. Et puis, finalement, ces marchés topiches, avec ces liquidités qui sont extrêmement présentes, bien à un moment donné, vont commencer à diffuser sur les small caps qu'on avait oubliés et qui avaient détruit en 3 mois 8 ans de surperformance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur les grandes capitalisations, les larges, on ne sait plus trop où on en est. Oui, voilà, donc maintenant on a sans doute d'autres histoires à venir travailler. Les émergents, on a parlé, on a évoqué le rebond de la Chine, et on a des marchés émergents là, qui sont encore un petit peu en retrait par rapport aux grands indices américains. Donc voilà, donc il y a quand même aujourd'hui des histoires à aller chercher sur des thématiques spécifiques. Oui, mais c'est de la vraie prise de risque encore. Enfin, quand on parle des small caps, quand on parle des marchés émergents, quand on parle des marchés de matières premières, c'est quand même qu'il y a de l'appétit. Alors, le risque, même si c'est tactique. Alors, est-ce que c'est vraiment de la prise de risque ? Est-ce qu'on n'a pas quand même nettoyé beaucoup de choses en 2018 ? Parce que les écarts de performance qu'on a eu entre les gagnants et les perdants de 2018 sont historiquement. Bien compris votre point. C'est plus risqué d'Assosystème aujourd'hui que des valeurs moins chères. En tout cas, peut-être que le risque relatif est peut-être pas si important que ça. Ouais, je comprends. Très clair. Frédéric, 2 minutes pour conclure là. Sur les thèmes, les idées d'investissement, on en a déjà parlé. On a plutôt réduit effectivement sur les actions des pays développés, mais on reste assez fortement investi sur les émergents. Donc on parlait du rebond chinois avec ces stimuli de grande importance et dont on commence à voir les résultats sur des niveaux de valorisation, par exemple pour le marché chinois, qui reste relativement faible et finalement assez peu de signes malgré la hausse d'une spéculation importante. On voit notamment que les positions sur les futurs restent ou sur les marchés à règlement différé restent relativement modestes. Donc dans l'ensemble, un marché qui a encore du potentiel, des entreprises dont la croissance des investissements se réduit, mais sur lesquelles les marges augmentent. Donc plutôt intéressant. Le marché russe aussi, extrêmement peu cher. Au bout du compte, relativement. Ça fait déjà 1 ou 2 mois que vous nous parlez des actions russes. Ça fait plus longtemps, un peu plus. Oui, ça même fait plus longtemps alors. Mais voilà, des taux de dividendes extrêmement élevés, une forme d'insensibilité aux sanctions et au contraire plutôt un redémarrage de l'activité économique, même sur un rythme assez tranquille, mais quand même. Donc là, ça peut être intéressant. Puis sur les obligations, vous avez une Amérique latine qui est sortie de l'enfer, dont on voit la croissance progressivement revenir et qui offre des rendements largement supérieurs à 6%. Donc voilà, au-delà de ces marchés américains très chers, on peut quand même trouver des histoires de croissance et sur des pays évidemment peut-être un peu plus risqués. Oui, c'est ça, il faut sortir un peu de ces zones de confort habituelles, mais sont quand même aujourd'hui très intéressants. Très clair. Bon. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous 3 d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet. Mabrouk Chetouane, le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Et François Jubin, le président de Wisem, qui nous accompagnait ce soir pendant 1 heure. Je vous rappelle, une clôture un peu dispersée en Europe avec l'effet SAP, l'effet Wirecard sur le marché allemand qui ont boosté un petit peu le DAX qui progresse de 0,6%. Donc le marché de Francfort, le marché allemand. Quand le CAC 40 et les autres
autres indices européens, on peut parler de l'Italie ou de l'Espagne, sont en léger retrait. Le CAC à Paris en tout cas cède 0,28% ce soir, 5576 points. On a marqué de nouveaux records sur le Nasdaq Composite, sur le S&P 500. En attendant la clôture à New York, on n'est pas sur des mouvements d'indices très très importants pour l'instant à Wall Street. En cours de séance, les investisseurs restent focalisés sur les résultats d'entreprise, dossier par dossier, et ce sera encore le cas demain. On aura sans doute la journée la plus chargée de la semaine en termes de publication, d'activités et de résultats financiers, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et ce sera à suivre évidemment sur BFM Business dans Intégral Bourse dès 15h30. Dès 15h30 demain évidemment. Très bon début de soirée à toutes et à tous, on se retrouve demain. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.